L'invité de la matinale. KTO Radio. L'invité de la matinale en ce 1er janvier est Olivier Chantriot, spécialiste des relations internationales, professeur à l'Université catholique d'Angers et à l'Institut catholique de Paris. Bonjour Olivier Chantriot. Bonjour et bonne année à tous. Bonne année à vous. Merci d'avoir accepté d'être le courageux invité qui rejoint nos studios si tôt en ce lendemain de réveillon. Le 1er janvier, c'est la journée mondiale de la paix et c'est donc le premier message de Léon XIV pour cette journée. 48 heures après son élection, sur cette même antenne, vous disiez que le mot d'ordre du pontificat serait la paix. Alors ça se confirme. Comment est-ce que vous avez reçu ce message, d'abord sur son ton général ? Eh bien, comme l'affirmation d'une cohérence qui définit véritablement un axe de l'action diplomatique du Saint-Siège sous Léon XIV. Comme vous le soulignez, la paix est le signe sous lequel Léon XIV a voulu placer son pontificat. La paix soit avec vous, ce sont les paroles qu'il a prononcées lors de son apparition, sa première apparition à la Loggia des bénédictions de la Basilique Vaticane. Et on peut dire que ce message, le message qu'il a publié en vue de cette 49e journée mondiale de la paix, s'inscrit dans cette cohérence, dans cette continuité. Et la paix a été de tout temps une priorité de l'action diplomatique du Saint-Siège. On peut penser à certains de ses illustres prédécesseurs, comme Benoît XV, par exemple, élu en 1914, qui a été confronté... Qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais qui a tenté de se faire un apôtre de la paix. Absolument. On a le plus jamais la guerre aussi en tête. De Paul VI, oui. Léon dénonce avec force la logique antagoniste qui voudrait que la responsabilité des dirigeants soit d'abord de préparer la guerre au cas où. Il refuse que la lecture des relations entre États se base uniquement sur une question de rapport de force. Je disais en souriant tout à l'heure qu'on allait peut-être parler de Thucydide parce que vous avez commis un article dans la revue Conflit dans lequel vous rappelez que Thucydide, dans son histoire de la guerre du Péloponnèse, rapporte ce dialogue entre Athéniens et habitants de l'île de Mélos, avec ces paroles: nous le savons et vous le savez aussi bien que nous, la justice n'entre en ligne de compte dans le raisonnement des hommes que si les forces sont égales de part et d'autre. Dans le cas contraire, les forts exercent leur pouvoir et les faibles doivent leur céder. Oui, en effet, Thucydide affirme ce primat de la puissance dans les relations entre unités politiques dès le livre premier de son histoire de la guerre du Péloponnèse. La guerre du Péloponnèse qui a opposé Sparte et Athènes. Et il affirme au livre premier qu'en effet, c'est l'ascension, la puissance des Athéniens qui a suscité la défiance des Spartes, des Lacédémoniens, et qui finalement a causé une sorte d'engrenage ayant conduit à cette guerre. Et on peut le dire, pour faire le lien avec le message du pape Léon XIV, que c'est cet engrenage qui mène vers la guerre que le Saint-Père dénonce dans son message. Il s'inquiète de la crise du multilatéralisme, du fait qu'aujourd'hui, les grandes organisations internationales perdent beaucoup de leur efficacité. En effet, c'est un élément récurrent des prises de parole du pape Léon XIV, ainsi que de ses plus proches collaborateurs, le cardinal Parolin et monseigneur Paul Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales. On peut dire que, de ce point de vue, le propos du pape se fait institutionnaliste, au sens où il considère que le dialogue multilatéral est essentiel pour permettre la construction de la paix et pour permettre de poser les problèmes qui se posent à l'ensemble des nations. Il est institutionnaliste au sens où il accorde une importance aux grands cénacles internationaux qui concrétisent ce dialogue entre les nations. Il est institutionnaliste, mais il l'est sur la base d'un diagnostic que l'on peut qualifier de réaliste, puisque on le voit de manière très explicite dans ce message. Le pape reconnaît un retour de la puissance sur la scène internationale, un retour des rapports de force. Il souligne qu'entre 2023 et 2024, les dépenses consacrées aux armements ont augmenté de 9,4% pour atteindre une proportion de 2,5% du PIB mondial. Mais à partir de ce diagnostic
qu'on peut qualifier de réaliste. Il fait des propositions qui sont en partie, je le disais, institutionnalistes, valorisant le multilatéralisme et les organisations internationales. Donc jouer selon les règles, dans un cadre, respecter les engagements pris, les paroles données dans le cadre des négociations. Mais sur le plan des principes, le pape appelle aussi à un désarmement total, y compris nucléaire. Il est dans la ligne de ses prédécesseurs en cela, mais est-ce que c'est réaliste justement de tenir ce propos aujourd'hui ? Alors, cela semble en effet peu réaliste, puisque, on peut le dire, la stabilité du système international repose en grande partie sur la dissuasion, et c'est ce que reconnaît d'ailleurs le pape dans ce message. Il cite abondamment Pacem in Terris, l'encyclique de 1963 du pape Jean XXIII, encyclique qui avait été publiée après la crise des missiles de Cuba, qui avait suscité beaucoup de craintes. On a pensé à ce moment-là que l'on allait peut-être basculer dans un conflit destructeur de nature nucléaire. Et dans cette encyclique que cite Léon XIV, Jean XXIII souligne, reconnaît le fait de cette dissuasion, mais souligne qu'il faut substituer à cette logique de la dissuasion celle de la recherche d'un travail en commun et la recherche effectivement d'une organisation, d'une mise en ordre du dialogue entre les nations, la recherche d'une responsabilisation des dirigeants. Il y a une particularité, c'est que la diplomatie du Saint-Siège, et ce message pour la paix fait partie des actes diplomatiques du pape, elle est forgée par les valeurs de l'Évangile, en faisant appel aux consciences en particulier. Mais est-ce qu'au fond, il est dans le registre du langage diplomatique ? Parce que le Saint-Siège se fonde sur les valeurs de l'Évangile, mais les États avec lesquels il entretient des relations diplomatiques, non ? Alors, il est à la fois dans le registre et en même temps, il affirme une forme d'originalité. Vous l'avez souligné, le pape s'adresse aux consciences de tous les hommes. Il s'érige en quelque sorte en conscience universelle et ça c'est une grande force pour le Saint-Siège puisque un grand nombre de femmes et d'hommes autour du monde, dans le monde, peuvent se reconnaître dans la figure du pape qui défend, affirme une parole qui se veut une parole de paix et de justice. Il est aussi une figure chrétienne de modération. Et c'est très important évidemment, à laquelle également les chrétiens dans le monde peuvent s'identifier, y compris dans les rapports que ces chrétiens quotidiennement peuvent avoir avec des femmes et des hommes qui ne partagent pas la même foi. Et c'est évidemment très important pour favoriser le travail de la paix. Et c'est une originalité de la diplomatie du Saint-Siège que l'on retrouve dans le message du pape. Il ne se contente pas de concevoir la paix de manière systémique. La paix n'est pas seulement pour le pape une fonction du dialogue diplomatique entre les dirigeants. La paix, c'est aussi une attention qui doit être celle de l'ensemble des femmes et des hommes qui vivent sur cette planète. La paix, elle se construit dans la vie quotidienne de chacun, et c'est ce qu'il souligne dans son texte. La paix, elle se construit quotidiennement avec mon voisin, avec les gens avec qui je travaille. Et c'est une dimension très originale, en effet, du discours diplomatique du Saint-Siège. De fait, il parle de cette paix désarmée et désarmante depuis le début de son pontificat. Dans le texte de ce 1er janvier, il reprend la parole du Christ rapportée dans l'Évangile « Rentre le glaive dans le fourreau » en soulignant que la paix de Jésus ressuscité, elle est désarmée parce que son combat a été désarmé. Il dit aussi que le chrétien n'a pas d'ennemi. Est-ce que ça, c'est un message particulièrement ad intra pour les chrétiens et peut-être les catholiques ? Oui, en effet, c'est aussi un message ad intra pour les chrétiens, puisque les chrétiens doivent, à l'image de Jésus-Christ, bien se rendre disponibles à l'égard de leur prochain. Et donc, c'est cette disponibilité que promeut le pape en invitant les chrétiens, évidemment, à se tourner vers l'autre et à ne pas avoir d'ennemis. Bien entendu, ce message se combine, se conjugue avec tout de même un diagnostic qui reste très réaliste. Ce message qui peut paraître à des observateurs extérieurs au monde chrétien n'est pas purement et simplement irénique. Il est important de rapporter cette dimension également au diagnostic réaliste que j'évoquais et à la reconnaissance des mouvements qui agitent le monde actuellement.
Avec, par exemple, cette protestation du pape à nouveau contre l'instrumentalisation de la religion, par exemple le fait de faire entrer les mots de la foi dans le combat politique, de bénir le nationalisme et de justifier religieusement la violence et la lutte armée. Et il invite les croyants à réfuter ça comme un blasphème. Absolument. Et c'est très important à la fois pour les chrétiens, ad intra, comme vous le soulignez, mais c'est aussi important pour fonder une saine conception de ce que sont les relations internationales. Si l'on se réfère à l'histoire et aux grands apports des traités de Westphalie de 1648, le grand apport de ces traités, c'est qu'il a permis une canalisation de la violence entre unités politiques par la diffusion du modèle étatique. Le modèle étatique est une forme juridique d'organisation de nos sociétés qui se conçoit de manière neutre, puisque l'État n'a pas à se substituer à l'Église. Et en un certain sens, le propos du pape est très classique et très conforme à une saine conception de la diplomatie classique, puisqu'il invite les dirigeants à ne pas instrumentaliser la foi et à se contenter d'agir comme des responsables gouvernementaux. Chacun dans son champ de légitimité, mais il invite les dirigeants à prendre toutes leurs responsabilités. Il proteste aussi dans ce message contre une certaine déresponsabilisation aujourd'hui. Oui, en effet. Par les machines notamment. Oui, c'est une dimension très importante. Et on sait aussi que le pape ainsi que l'appareil diplomatique du Saint-Siège sont très attentifs aux évolutions permises par l'intelligence artificielle. J'ai en tête la prise de parole de Monseigneur Paul Gallagher lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Dans son propos, Monseigneur Gallagher, donc responsable de la diplomatie vaticane, s'inquiétait beaucoup de l'introduction de l'intelligence artificielle dans la conception de systèmes d'armes. Il est allé jusqu'à ce niveau de détail, mais évidemment, cela compte beaucoup pour la vie des gens et pour la violence telle qu'elle s'exprime dans le cadre de conflits. Il considérait qu'il fallait empêcher cette déresponsabilisation et replacer l'humain, y compris dans ces processus qui concernent donc effectivement la conduite de conflits, la conduite de la guerre. Donc on le voit à tous les niveaux et là où elle est reçue, l'Église essaie de faire entendre sa voix, qui est une voix originale, évidemment. Merci Olivier Chantriot. Le Saint-Siège ne restera pas un spectateur silencieux face aux graves inégalités, injustices et violations des droits humains fondamentaux dans notre communauté mondiale, a dit le pape en recevant une douzaine d'ambassadeurs il y a quelques jours. Ce message pour la Journée mondiale de la paix est bien entendu disponible sur Internet. N'hésitez pas à le lire. Merci beaucoup Olivier Chantriot. Bonne journée. Bonne journée.